Tu sais ce qui est vraiment choquant avec le diabète? Ce n'est pas ce qu'on t'a toujours répété. Parce que si je te disais que le principal responsable de tes pics de glycémie n'est pas le sucre, que ce n'est ni le gâteau, ni les bonbons, ni même le soda, mais un ingrédient que tu utilises presque tous les jours dans ta cuisine, sans la moindre méfiance, tu me croirais? La plupart des personnes diabétiques vivent dans une peur permanente du sucre. Elles regardent une assiette comme une menace. Avant même de goûter, elles demandent: il y a du sucre dedans? J'ai vu ça chez des proches. Cette angoisse silencieuse, ce réflexe de rejet avant même le plaisir. Et pourtant, voici la vérité que peu de gens osent dire. Tu peux supprimer presque tout le sucre et voir ta glycémie rester élevée. C'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes aujourd'hui en Amérique du Nord. Alors non, ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas parce que tu fais mal, c'est parce qu'on t'a appris à te battre contre le mauvais ennemi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te révéler l'ennemi silencieux, celui dont on parle très peu, celui qui sabote ton insuline, épuise ton pancréas et entretient le diabète jour après jour, sans bruit. Et surtout, je vais te montrer comment manger sans peur, comment reprendre le contrôle sans vivre dans la frustration permanente. Mais avant d'aller plus loin, fais-moi une faveur. Si ta santé compte pour toi, si tu veux rester autonome, lucide et en forme le plus longtemps possible, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ici, on ne te sert pas des slogans, on te dit ce que beaucoup préfèrent t'éviter. Et dis-moi quelque chose en commentaire. Écris simplement un si tu veux plus de contenu honnête et utile sur le diabète et la santé après 50 ans. Maintenant, laisse-moi te poser une question simple. Selon toi, qu'est-ce qu'une personne diabétique devrait éviter en priorité? Le sucre, le gras ou le sel? Soyons honnêtes. La majorité répond instinctivement le sucre. C'est logique. Le mot sucre semble presque caché dans le mot diabète, mais cette réponse est incomplète. Et c'est là que commence le vrai problème. Parce que le sucre que tu manges et le glucose dans ton sang, ce n'est pas la même chose. Tout ce que tu avales, pain, pâtes, riz, viande, œufs, légumes, passe par un long processus de digestion. Et à la fin, ton corps transforme tout cela en glucose. La vraie question n'est donc pas: est-ce que cet aliment est sucré? La vraie question est: est-ce que ton corps est capable d'utiliser ce glucose correctement? Et pour comprendre ça, il faut parler d'un mot qui fait peur, mais que je vais te rendre très simple. La résistance à l'insuline. Oublie les termes compliqués. Imagine plutôt ceci. Ton pancréas fabrique une hormone appelée insuline. Pense à l'insuline comme à une clé. Cette clé ouvre la porte de tes cellules pour laisser entrer le glucose et le transformer en énergie. Dans un corps en bonne santé, tout est fluide. Les clés ouvrent les portes. Le sucre quitte le sang. La glycémie reste stable. Mais chez une personne diabétique ou en prédiabète, quelque chose bloque le mécanisme. Et ce quelque chose, ce n'est pas le sucre, c'est la graisse. La graisse agit comme de la saleté dans la serrure. Les clés sont là. Mais elles tournent mal. Alors que fait le corps? Il force. Le pancréas se met à produire toujours plus d'insuline, comme une usine en surchauffe. Au début, ça fonctionne encore. Puis un jour, la machine fatigue. Et quand le pancréas s'épuise, la glycémie devient incontrôlable. C'est là que le diabète explose. Dans la suite, je vais te montrer pourquoi certaines graisses sont bien plus dangereuses que le sucre, où elles se cachent dans ton assiette quotidienne, souvent là où tu ne les soupçonnes pas. Et comment ajuster ton alimentation sans te priver, sans vivre avec cette peur constante de manger. Reste bien avec moi. Ce que tu vas entendre ensuite peut réellement changer ta glycémie et ta façon de vivre avec le diabète. Maintenant, parlons concret, parce que cette fameuse graisse dont je te parle, elle n'est pas toujours là où tu crois. Quand on dit graisse, beaucoup imaginent immédiatement le beurre ou le lard. Mais le vrai danger, ce sont les graisses cachées, celles que tu consommes sans même t'en rendre compte. Un peu plus d'huile dans la poêle, une viande bien tendre, bien brillante, une cuisson lente, savoureuse, appétissante. Et pourtant, c'est exactement là que tout se joue. Des chercheurs ont mené une expérience très parlante. Ils ont comparé deux repas chez des personnes ayant une glycémie élevée. Un jour, on leur a servi un plat très gras, une viande braisée, riche en huile. Un autre jour, on leur a donné du sucre pur. Résultat, la glycémie est montée plus vite et plus haut après le repas gras qu'après le sucre. Pourquoi? Parce que la graisse aggrave immédiatement la résistance à l'insuline. Les clés fonctionnent encore moins bien. Le glucose reste bloqué dans le sang. C'est pour ça que tant de personnes disent: je ne mange presque plus de sucre et pourtant ma glycémie est toujours élevée. Ce n'est pas un mystère, c'est une erreur de cible. Retiens bien ceci. C'est une règle essentielle. Pour le diabète, contrôler la graisse est souvent plus important que contrôler le sucre. Bien sûr, le sucre en excès finit aussi par se transformer en graisse. Mais manger directement gras, c'est la voie la plus rapide vers l'insulinorésistance. Alors parlons de ce que tu mets le plus souvent dans ton assiette, la viande. On me pose souvent cette question. Si j'ai le diabète, est-ce que je dois arrêter la viande? Est-ce que je dois devenir végétarien? La réponse est non. Et chez certaines personnes âgées, ce serait même dangereux.
La viande apporte des protéines essentielles. Elles maintiennent ta masse musculaire, ta force, ton immunité. Les supprimer totalement peut fragiliser ton corps. Mais attention, toutes les viandes ne se valent pas. Il existe une règle simple, facile à mémoriser. Je l'appelle la règle des jambes. Regarde bien. Les animaux qui courent sur la terre, bœuf, porc, agneau, ont généralement une viande plus rouge, plus grasse. Les animaux qui volent ou qui nagent, poulet, canard, poisson, fruits de mer, ont une viande plus claire, plus maigre. Et la grande différence, tu l'as compris, c'est la quantité et la qualité des graisses. Les viandes rouges sont riches en graisses saturées. Elles aggravent la résistance à l'insuline et augmentent le risque cardiovasculaire. Les viandes blanches et surtout les fruits de mer contiennent des graisses plus favorables. Alors retiens ceci, c'est très simple. Les fruits de mer sont meilleurs que la volaille. La volaille est meilleure que le bœuf, le porc et l'agneau. La prochaine fois que tu fais les courses ou que tu commandes au restaurant, pense à cette règle. Elle peut, à elle seule, faire une vraie différence sur ta glycémie. Mais attention, même dans la viande blanche, il y a des pièges. Prenons le poulet. Selon toi, quelle partie est la moins recommandée pour une personne diabétique? La cuisse, le blanc ou le foie? Beaucoup pensent que la cuisse est la pire, mais la vraie réponse, c'est le foie. Pourquoi? Parce que le foie est un abat. Et les abats sont extrêmement riches en cholestérol. Le cholestérol n'est pas ton ennemi absolu. Ton corps en a besoin, mais en excès, il devient destructeur. Trop de cholestérol aggrave la résistance à l'insuline, s'accumule dans les vaisseaux, rigidifie les artères. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et là, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le vrai danger du diabète, ce ne sont pas seulement les chiffres de glycémie, ce sont les complications. Crise cardiaque, AVC, insuffisance rénale. Voilà pourquoi la gestion du cholestérol est aussi importante que celle du sucre. Les abats peuvent rester un plaisir occasionnel, mais ils ne doivent jamais devenir un aliment régulier. Dans la suite, on va parler d'un aliment qui fait couler énormément d'encre, un aliment qui divise les familles, qui effraie beaucoup de personnes âgées, les œufs. Et ce que la science dit vraiment à leur sujet va probablement te surprendre. Reste bien avec moi. Parlons maintenant des œufs, parce que peu d'aliments ont été autant diabolisés et aussi mal compris. Dès qu'on parle de diabète ou de cholestérol, beaucoup de personnes âgées font exactement la même chose. Elles cassent l'œuf, gardent le blanc et jettent le jaune. Elles pensent bien faire. Mais en réalité, elles jettent un trésor nutritionnel. Clarifions une chose essentielle, une fois pour toutes. Le cholestérol n'est pas un poison. Le problème, ce n'est pas le cholestérol en soi, c'est l'excès. Ton corps a besoin de cholestérol. Il sert à fabriquer des hormones, à protéger les nerfs, à maintenir ton cerveau en bon état. Zéro cholestérol, ce n'est pas une solution. C'est parfois pire que trop de cholestérol. Alors, quelle est la bonne quantité? Les recommandations générales indiquent qu'un apport quotidien autour de 300 mg est raisonnable pour la majorité des adultes. Un jaune d'œuf de taille normale contient environ 200 à 250 mg de cholestérol. Tu vois où je veux en venir? Un œuf entier par jour est parfaitement acceptable et même bénéfique pour la majorité des personnes diabétiques. J'ai connu un couple âgé que je trouve particulièrement intelligent dans son approche. Le mari adorait les œufs, mais il s'inquiétait pour son cholestérol. Chaque matin, il mangeait 2 œufs. Le premier entier, le second, uniquement le blanc. Résultat, il profitait des nutriments essentiels du jaune sans dépasser une quantité excessive. Si ton médecin t'a spécifiquement demandé de limiter le cholestérol, tu peux adopter cette stratégie. Mais écoute-moi bien, ne supprime jamais complètement le jaune. Pourquoi? Parce que le jaune ne contient pas seulement du cholestérol. Il contient aussi de la lécithine, des vitamines du groupe B et des nutriments qui aident justement le corps à mieux gérer le cholestérol. C'est là que beaucoup se trompent. Il existe ce qu'on appelle, de façon simplifiée, le mauvais et le bon cholestérol. Le mauvais cholestérol dépose des graisses sur les parois des vaisseaux sanguins. Il encrasse les artères. Le bon cholestérol, lui, fait l'inverse. Il nettoie. Il transporte l'excès vers le foie pour qu'il soit éliminé. Et devine quoi? Les nutriments du jaune d'œuf favorisent justement la formation du bon cholestérol. Conclusion claire, un œuf entier par jour est sûr, utile et bénéfique pour la plupart des personnes diabétiques. Mais maintenant, parlons d'un détail que presque personne ne prend au sérieux. La méthode de cuisson. œuf frit, œuf brouillé, œuf dur. Lequel est le meilleur pour ta glycémie? La réponse est simple, l'œuf dur. Pourquoi? Premièrement, il ne nécessite aucune huile. Zéro graisse ajoutée. Deuxièmement, la cuisson à l'eau transforme les protéines dans une forme plus facile à digérer et à absorber. Oui, mais les œufs durs sont secs, me disent certains. Très bien, soyons flexibles. œuf à la vapeur, texture douce, presque comme du tofu. œuf poché, cuit dans l'eau, sans huile. Toutes ces méthodes te permettent de profiter des œufs sans saboter ta glycémie. Mais écoute-moi attentivement, ne mange jamais d'œufs crus. La coquille peut être contaminée par une bactérie appelée salmonelle. Chez une personne diabétique, le risque d'infection est bien plus élevé. œufs crus, danger inutile, toujours bien cuit. Maintenant, je veux que tu comprennes un concept clé, un concept qui change tout
Les calories. Tout ce que tu manges contient des calories. Et quand tu dépasses tes besoins, l'excès est stocké en sucre et en graisse. Voilà pourquoi ce que tu manges est important. Mais combien tu manges est parfois encore plus crucial. Je vais te donner des exemples très simples. Un œuf moyen contient à peu près autant de calories que 30 grammes de porc maigre. Mais attention, 30 grammes de porc maigre ne correspondent qu'à environ 15 grammes de côte de porc à cause de la graisse. Autrement dit, si tu manges des côtes, tu peux exploser tes calories sans t'en rendre compte. À l'inverse, 45 grammes de poisson ou de crevettes peuvent avoir les mêmes calories que 30 grammes de porc maigre. Tu vois la différence de volume? Même chose pour les œufs de caille. 6 petits œufs semblent inoffensifs. Mais leurs calories équivalent à un œuf de poule, avec souvent plus de cholestérol. Voilà pourquoi on recommande plus de poisson et moins de viande grasse. Tu n'as pas besoin de peser chaque bouchée, mais tu dois avoir une conscience des portions. Si ton médecin te dit 60 grammes de viande par jour, tu dois savoir à quoi cela ressemble dans ton assiette. Si tu as mangé une grosse côte à midi, il faudra réduire le soir. C'est ça, manger intelligemment. Dans la suite, on va aborder un piège encore plus sournois. Un piège que personne n'ose remettre en question. Les légumes. Oui, même les légumes. Et tu vas comprendre pourquoi manger plus de légumes n'est pas toujours suffisant quand on est diabétique. Quand on parle d'alimentation et de diabète, la réaction la plus fréquente, c'est d'accord, je vais manger moins de riz et plus de légumes. Sur le principe, c'est une bonne intention, mais attention, parce que tous les légumes ne sont pas des alliés inconditionnels. Oui, tu as bien entendu. Je vais te poser une question simple. Parmi ces groupes de légumes, lequel a le moins d'impact sur la glycémie? Option A, pommes de terre, haricots secs. Option B, épinards, concombres, courgettes. Option C, citrouille, bulbe racine. La bonne réponse est B, et pour comprendre pourquoi, il faut arrêter de mettre tous les légumes dans le même panier. Les légumes se divisent en trois grandes catégories. Première catégorie, les légumes que tu peux manger librement. Ils sont riches en eau, pauvres en calories, très peu sucrés. Épinards, concombres, courgettes, tomates, aubergines, laitues, légumes feuilles. Ils contiennent beaucoup de fibres, ils remplissent l'estomac, ils ralentissent l'absorption du glucose. Ce sont de véritables alliés pour le diabète. Tu peux en manger à chaque repas, sans peur. Deuxième catégorie, les légumes à consommer avec prudence. La citrouille en est un parfait exemple. Beaucoup de personnes pensent qu'elle fait baisser la glycémie. Résultat, elles en mangent tous les jours et leur glycémie monte. Pourquoi? Parce que la citrouille contient plus de sucre que la majorité des légumes verts. Oui, elle a des micronutriments intéressants. Mais bon pour la santé ne veut pas dire neutre pour la glycémie. Même chose pour certaines racines et bulbes. Ils sont riches en amidon, ils doivent rester occasionnels. Troisième catégorie, les légumes à considérer comme des féculents. Pommes de terre, taro, racines de lotus, haricots secs. Ces aliments sont riches en amidon. Dans ton corps, ils se comportent comme du riz ou du pain. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles mangent une grande assiette de pommes de terre et un bol de riz à côté. Résultat, double charge glucidique, glycémie qui explose. La règle est simple. Si tu manges des légumes riches en amidon, tu dois réduire le riz ou le pain. Par exemple, une demi-assiette de pommes de terre, un demi-bol de riz en moins. Si tu ignores cette équivalence, le diabète devient impossible à contrôler. Maintenant, parlons d'un autre sujet très sensible, un sujet qui inquiète énormément de personnes diabétiques. Les fruits. Les fruits sont sucrés, est-ce que je dois les éviter? La réponse est non, mais à une condition, les manger avec intelligence. D'abord, comprends ceci. Le goût sucré et la teneur réelle en sucre ne sont pas la même chose. La pastèque, par exemple, a un goût très sucré, mais elle contient environ 4% de sucre seulement. À l'inverse, certains fruits qui semblent peu sucrés ont en réalité une teneur élevée en sucre. On ne peut donc pas se fier uniquement au goût. En règle générale, les fruits tropicaux, mangue, litchi, jacquier, durian, sont plus riches en sucre. Les fruits courants, pommes, poires, pêches, oranges, fraises, sont généralement plus faciles à gérer. Alors, comment manger des fruits sans faire grimper la glycémie? Il y a trois règles d'or. Première règle, mange des fruits uniquement quand ta glycémie est stable. Si elle a déjà élevé, attends. Deuxième règle, mange les fruits entre les repas, jamais juste après. Par exemple à 10 heures ou à 15 heures. Troisième règle, contrôle la quantité. Une petite portion suffit. Une pomme moyenne, coupe-la en deux, mange une moitié. Garde l'autre pour plus tard. J'ai connu une personne diabétique très méthodique. Et ce qu'elle a fait est remarquable. Pendant tout un été, elle a testé sa glycémie après chaque fruit. Un jour, une pomme. Une heure plus tard, glycémie stable. Elle notait pomme, ok. Le lendemain, mangue. Test, glycémie élevée. Elle notait mangue, attention. À la fin de l'été, elle avait une liste personnalisée de plus de 20 fruits avec les quantités sûres pour son propre corps. Ça, c'est de l'intelligence alimentaire, parce que chaque corps réagit différemment. Dans la suite, on va parler d'un rituel très ancré, surtout chez les seniors, la bouillie du matin.
Le porridge. Et tu vas voir qu'il existe une manière de continuer à en manger sans provoquer de pics brutaux de glycémie. Parlons maintenant d'un rituel profondément ancré, surtout chez les personnes âgées. Le porridge, la bouillie du matin. Pour beaucoup, ne pas en manger, c'est commencer la journée avec un vide, une faiblesse, une impression que le corps ne tiendra pas. Et peut-être que ton médecin t'a déjà dit, si votre glycémie est élevée, évitez le porridge. Est-ce exagéré? Pas vraiment, mais ce n'est pas toute la vérité. Le vrai problème, ce n'est pas le porridge en soi, c'est le porridge de riz blanc classique. Après une cuisson prolongée, l'amidon devient gélatineux, extrêmement facile à absorber. Résultat, le glucose passe très vite dans le sang, la glycémie monte brutalement, le pancréas encaisse un choc. C'est pour cette raison que tant de médecins le déconseillent. Mais soyons honnêtes, certaines personnes âgées ont du mal à mâcher. D'autres ont un système digestif fragile. Leur interdire totalement le porridge peut conduire à une sous-alimentation, à une perte de force et à encore plus de problèmes. Alors que faire? Il existe une solution simple, intelligente, efficace. Remplacer le porridge raffiné par un porridge de grains entiers. Concrètement, ça veut dire quoi? Au lieu de cuire uniquement du riz blanc, tu ajoutes de l'avoine, du sarrasin, des haricots mango, des haricots rouges, des haricots noirs, d'autres légumineuses ou céréales complètes. Pourquoi est-ce mieux? Parce que ces aliments sont riches en fibres. Leur enveloppe ralentit la digestion, l'absorption du glucose devient progressive, la glycémie monte plus lentement, sans pic brutal. Il y a aussi une astuce très importante que peu de gens connaissent. Les légumineuses ont une peau dure. Si tu les cuis directement, tu dois les faire bouillir longtemps et tu perds des nutriments. La meilleure méthode est simple, lave-les. Fais-les tremper toute la nuit. Le matin, cuis-les avec le riz. Elles cuiront plus vite, elles seront plus digestes et leur impact sur la glycémie sera bien plus doux. Mais attention, même les grains entiers restent des glucides. Un bol de porridge reste un bol de glucides. Si tu en manges, tu dois réduire le riz, le pain ou les féculents du reste du repas. Le principe est immuable, la quantité totale avant tout. Prenons maintenant une seconde pour respirer et résumer ce que tu dois vraiment retenir. Première chose essentielle, le vrai ennemi de ta glycémie n'est pas seulement le sucre, mais la graisse cachée. Réduis l'huile, évite les fritures, méfie-toi des plats trop brillants, trop tendres. Deuxième chose, souviens-toi de la règle des jambes. Fruits de mer, volaille, puis bœuf, porc, agneau. Troisième chose, les abats sont très riches en cholestérol. Occasionnellement, oui, régulièrement, non. Quatrième chose, les œufs sont un modèle de nutrition. Un œuf entier par jour est bénéfique pour la majorité des personnes diabétiques. Ne jette plus le jaune. Privilégie la cuisson à l'eau ou à la vapeur. Cinquième chose, tous les légumes ne se valent pas. Les légumes verts riches en eau sont tes meilleurs alliés. Les légumes riches en amidon doivent remplacer le riz, pas s'y ajouter. Sixième chose, les fruits sont autorisés, mais avec stratégie. Glycémie stable, entre les repas. Petite portion. Teste ton propre corps. Septième chose, le porridge est possible, à condition qu'il soit à base de grains entiers et intégré intelligemment dans ton apport total en glucides. Mon ami, gérer le diabète, ce n'est pas se punir, ce n'est pas vivre comme un moine, ce n'est pas avoir peur de chaque bouchée, c'est apprendre à manger avec intelligence, faire des choix éclairés, construire une santé durable jour après jour. Le diabète n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si ce que tu viens d'entendre t'a aidé, partage-le avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui lutte peut-être en silence. Abonne-toi à Next Stage Health, active la cloche et reste avec nous. Ici, on avance ensemble pour vieillir en meilleure santé, avec plus de liberté et plus de sérénité.